Et salut tout le monde, la Maison du Grenat vous accueille pour parler de ce match entre Metz et Charleroi. Deuxième match de préparation pour les Messins, victoire 3-0. 3 buts marqués sur 3 périodes, on peut dire, c'est quelque chose d'assez incroyable, puisque format un peu inhabituel, 2 mi-temps de 45 minutes, une mi-temps de 30 minutes, ce qui fait qu'on a eu un match assez particulier, avec beaucoup de changements, et c'est la raison pour laquelle on s'est dit que voilà, on va un peu parler de ce match, des points importants, en faisant ce débrief-là. Avant d'aller dans le débrief, j'aimerais remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé au live que l'on avait fait durant le match, puisqu'on avait pu, une heure avant le début du match, parler notamment du mercato avec les deux dernières arrivées du côté du FC Metz, Caillard et Chimbembe. Un moment assez super où on a pu un peu discuter de plein de sujets. On a évidemment été en live durant toute la rencontre. Donc pendant à peu près 4 heures, je crois 4 heures de live en tout, et j'aimerais vous dire un grand merci parce qu'il y a eu à peu près une trentaine de personnes qui se sont abonnées à notre chaîne YouTube. On approche des 500 abonnés, ce qui est quelque chose d'incroyable. Enfin, personnellement, je pensais pas que ça irait à ce niveau-là en si peu de temps, et donc franchement, voilà, j'aimerais vous dire merci. C'est l'occasion un peu effectivement de vous dire que vous pouvez vous abonner bien évidemment à la chaîne YouTube de la Maison du Grenat. C'est gratuit, c'est moins cher que, vous avez vu les prix des nouveaux abonnements pour le stade, c'est moins cher qu'un abonnement en tribune ouest basse, c'est le seul prix qui n'augmente pas, je dirais. Le fait de s'abonner à notre chaîne, c'est gratuit, vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le bouton s'abonner, et voilà, vous avez un peu rempli votre mission, et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre-là, aussi de débattre un peu sur tous les éléments que je vais apporter durant ce débrief. N'hésitez pas, l'espace est fait pour ça. Alors, pour tout simplement vous dire que ce débrief, il va se concentrer sur les éléments, les faits importants de la rencontre. On va pas forcément faire une analyse mi-temps par mi-temps. Il y a eu beaucoup de changements de joueurs durant les mi-temps, et la chose importante déjà pour commencer, c'est de vous dire que tout ce que je vais vous dire sur cette rencontre, c'est évidemment à prendre avec du recul. C'est un match de préparation, c'est le deuxième match de préparation du FC Metz. Il ne faut pas se jeter tête baissée sur ce qu'on a pu constater. Non, les choses peuvent changer, elles peuvent s'améliorer. Beaucoup de joueurs qui ont peut-être été moins convaincants peuvent s'améliorer pour faire de meilleures choses. Certains qui ont été très bons peuvent au contraire s'écraser au sol lors des prochains matchs. Évidemment, ce qui se passe là n'est pas une vérité absolue et ne prédit en rien ce qui va se passer durant les mois prochains. Première chose, il faut parler du groupe. Vous avez pu le voir, un groupe très très élargi pour le FC Metz. Alors Vincent Ognon qui a convoqué beaucoup de joueurs évidemment de l'effectif professionnel. Il y a certains joueurs qui n'ont pas été convoqués, notamment on peut parler d'un Laurent Jans par exemple, qui revient de son prêt à Paderborn, qui était en vacances et qui revient justement à peine à l'entraînement. Au niveau des recrues, on peut noter que Caillard fait partie du groupe, et que en revanche Chimbembe, qui a été annoncé lors d'une courte présentation le 23 juillet, lui n'est pas dans le groupe. Sinon, quasiment tout le monde est présent, et il y a des petits jeunes qui ont été appelés de l'équipe réserve pour un peu renforcer cet effectif, parce que 3 périodes à assumer, ça fait comme un match assez important. Donc on a notamment appelé parmi tous ces petits jeunes, je dirais, Amadou Ebenge. On a eu aussi la présence d'un joueur qui a pas mal joué finalement, c'est Ryan Djedje, qui est un latéral droit. Et puis il y a eu aussi Mathieu Cashbash, donc je m'excuse si je prononce très très mal auprès de Mathieu, qui lui est plus un milieu défensif central et qui a eu notamment du temps de jeu lors de la 3e mi-temps. Donc ça c'est pour le groupe. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est un format assez particulier, donc on est sur du 2 x 45 minutes, plus une prolongation entre guillemets de 30 minutes. Voilà, certains peuvent prendre que le score des 45 minutes de jeu, donc pour faire un total de 90 minutes. Le score a été de 2-0 à l'issue de ces 90 minutes. Si on va plus loin avec les 30 minutes, on est là sur du 3-0.
Donc ça c'est important de le rappeler. Petite mention avant d'aborder les éléments clés. Nous avons été tous très surpris de voir monsieur Frédéric Antonetti qui a fait le déplacement du côté des installations je crois de Frascati, puisque donc vous avez pu le voir notamment près de Philippe Gaillot ainsi que de Kevin Lejeune sur la retransmission télévisée. On va pas interpréter ce retour, je dirais, de Frédéric Antonetti, parce qu'encore une fois, il est précisé qu'il va être auprès de l'équipe pendant quelques jours. C'est pas un retour définitif au sein du poste d'entraîneur, quoique ça mérite un débat assez important de cette question-là, donc c'est pas sur ce point-là que l'on va se concentrer au niveau du débrief. On va bien évidemment parler des éléments et des faits importants de cette rencontre et on va essayer tout simplement de le faire étape par étape, point de vue tactique, et puis après voilà, essayer d'aller on va dire ligne par ligne pour être le plus complet possible. On commence par la tactique. Alors, c'était intéressant cette rencontre parce que, petit rappel de ce qui s'est passé contre Serein. Serein, c'est la première rencontre de préparation du FC Metz dans cette pré-saison. Tactiquement, c'était assez inédit parce que ça a été l'une des premières fois que l'on a vu ce fameux format que certains avaient évoqué, notamment au fur et à mesure des arrivées du mercato. Un format avec 4 défenseurs, 2 milieux de terrain, un numéro 10 et 3 attaquants devant, notamment une pointe et 2 ailiers. C'était le format contre Serein. On est revenu à un format plus traditionnel au niveau tactique lors de cette rencontre. C'est-à-dire un 4-3-3, donc un peu dans l'état d'esprit, je dirais, de la saison dernière, notamment de la deuxième partie de saison, et c'est très important de le signaler, et ça a été l'occasion notamment de pouvoir tester certains joueurs à certains postes, et on va y revenir par la suite, et de savoir si ces postes-là sont, je dirais, une opportunité pour certains joueurs de se montrer, parce que certains de ces joueurs-là, avec les différents mouvements de transfert, sont un peu, je dirais, pas mis à mal, mais on va dire ont quelques difficultés pour s'exprimer. Et c'est vrai que passer d'un schéma tactique à un autre, ça peut aider à mettre en avant certains joueurs. Et c'est ce que l'on va voir quand on fera l'analyse ligne par ligne. Tout d'abord, j'aimerais qu'on commence par les gardiens, parce que ça va être très rapide, mais il faut quand même un peu vite fait en parler. 2 gardiens ont joué durant cette rencontre, à savoir Oukidja et Delcroix. Marc-Aurèle Caillard n'a pas joué. Ça, c'est une information importante ou non, mais il n'a pas pu effectivement faire ses premières minutes sous le maillot du FC Metz. Et donc, les 3 mi-temps ont été partagés entre Oukidja et Delcroix. Ce que l'on peut dire, c'est que... Charleroi a essayé à de nombreuses reprises de profiter de certaines actions, notamment des contres. C'était le cas, je crois, en deuxième mi-temps, mais essentiellement des coups de pied arrêtés en première mi-temps. Et les 2 gardiens ont répondu présent. Je veux dire, Oukidja a fait des sorties qui des fois étaient un peu risquées, mais bon, au final, qui n'ont pas abouti, je dirais, à un but de Charleroi. Delcroix, bon, il a fait son match, hein. Alors c'est vrai que pour Delcroix, la situation n'est pas facile, puisque vous voyez bien qu'il y a une certaine pression de la part de la communauté messine sur les épaules de Delcroix. Vu l'arrivée en plus de Caillard, on pouvait se dire que peut-être que ça allait avoir une influence. Bon, finalement, il n'a pas été non plus énormément mis en danger, mais il y avait quelques arrêts à faire, il les a fait. Et donc au final, c'est un bon point, je dirais, pour tous les gardiens, et surtout ça fait encore très très court en termes d'échantillons pour analyser quelle va être la hiérarchie entre guillemets des gardiens, notamment avec un Caillard qui n'a pas encore effectué ses premières minutes. Donc ça va être à surveiller, notamment pour les prochains matchs à venir. Ensuite, passons à la défense. À la défense, il y a plusieurs choses à dire que j'ai trouvé vraiment très intéressantes. On va commencer par la chose la plus simple à analyser, c'est au niveau des défenseurs centraux. Alors il faut savoir que plusieurs combinaisons de défenseurs centraux ont eu lieu durant cette rencontre. On peut tout d'abord parler de la première, à savoir Lenny Lacroix, défenseur central droit, avec John Boy, défenseur central gauche.
voilà, c'était bien pour quelqu'un comme Lenny Lacroix d'essayer de l'associer éventuellement avec John Boy, sachant que il y a toujours la question aujourd'hui de qui va être la première solution de rotation en défense centrale. Ce qui a fait qu'on a eu droit donc à du John Boy, Lenny Lacroix. On a eu aussi le droit à un moment donné à du John Boy, Dylan Brown, pour voir un peu ce que ça allait donner aussi, pour retrouver un peu des automatismes, même si on pense que ça va être effectivement la défense qui sera alignée pour le début de saison. C'est en tout cas celle qui a apporté on va dire les meilleurs résultats, je dirais. On a eu droit également à une défense Fofana, Dylan Brown, Fofana étant défenseur central gauche et donc Dylan Brown défenseur central droit. Bon, que peut-on retenir dessus? Ça va être très compliqué effectivement de dépasser la défense Dylan Brown, John Boy, qui s'est montré le plus à l'aise entre les rotations. Pas facile à dire. Le problème étant que Charleroi n'a pas forcément ultra dominé, je dirais, dans le jeu, je parle, les joueurs du FC Metz sur, si on prend les 3 périodes ensemble. Il y a quand même eu de la menace, je dirais, sur la première mi-temps. Et c'est vrai que si on constate que la première mi-temps a été quand même, je dirais, gérée par le FC Metz, quelques situations hein, des fois un peu dangereuses, et c'était la paire John Boy, Lenny Lacroix. Mais encore une fois, Lenny Lacroix, il faut qu'il soit tranquille, il est jeune, il apprend, il faut qu'il joue, il faut qu'il soit mis un peu au contact des titulaires pour essayer d'apprendre le plus d'eux et de tout doucement voilà, entrer dans le mood de l'équipe première, ce qui est pas facile quand vous êtes un jeune comme lui. Donc ça, je dirais, ça c'est pour les défenseurs centraux. Pour les latéraux défensifs, alors on a eu droit à plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, la première mi-temps avec notamment Thomas Delaine aligné titulaire latéral gauche. À droite, c'était justement Ryan JJ, jeune joueur de la réserve, qui voilà, a été plutôt, on va dire, discret, je dirais, offensivement parlant. Et il l'a été pour une raison qu'on va évoquer plus tard à cause d'un joueur qui était sur l'aile de l'attaque à ce moment-là et qui a fait qu'il a pu entre guillemets se concentrer sur le travail défensif, ne pas forcément prendre trop de risques, ce qui est à l'opposé de monsieur Thomas Delaine, parce que Thomas Delaine, vous le connaissez, est un joueur qui offensivement est très présent, qui tente dès qu'il voit une opportunité dans le couloir, voilà, qui prend le chemin indiqué vers le but adverse. Et c'était intéressant parce que première mi-temps, Opa Nket joue sur son côté, a tendance à beaucoup des fois, comme il a l'habitude de faire, concentrer l'attention des adversaires sur lui, et donc à jouer un peu, vous savez, ce jeu de dribble, jeu de dribble conservation. Et ce qui fait que comme il sort un peu du côté, les joueurs adverses viennent sur lui pour essayer de lui prendre la balle et ça libère le couloir. Et c'est là où Thomas Delaine fait très souvent des appels et a été très menaçant lors de la première mi-temps sur le côté gauche. C'était lui qui vraiment apportait la menace sur le côté gauche du FC Metz, notamment lors de la première mi-temps. Par la suite, alors on a eu droit à plusieurs changements au niveau des latéraux droits. On a eu par exemple Lenny Lacroix qui a dépanné quelques instants en tant que latéral droit. On a eu aussi Lamine Gueye qui normalement est un ailier droit qui a fait quelques minutes en deuxième mi-temps, si je me souviens bien, en étant latéral droit, certainement du dépannage, parce que il n'y avait pas tout simplement Fabien Santonze. Donc c'est un peu, alors, je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas, mais Fabien Santonze n'a pas joué du tout de la rencontre, ce qui fait que on a un peu dû bricoler en termes de joueurs sur le poste de latéral droit, comme je l'ai dit, en switchant avec tout d'abord voilà JJ, puis après on a eu aussi évidemment du Lamine Gueye, on a eu du Lenny Lacroix et on a eu aussi du Thomas Delaine, donc à son poste qu'il n'apprécie pas du tout parce qu'il n'aime pas jouer latéral droit. Et c'était là par contre très intéressant parce que avec les changements qu'il y a eu lors de la deuxième mi-temps, notamment l'entrée de Farid Boulaya, qui a un peu joué dans l'esprit de Opa Nget, c'est-à-dire un peu en retrait de la ligne de touche côté droit, ce qui fait que Thomas Delaine a eu beaucoup de boulevard, je dirais, pour essayer de s'exprimer, et donc ça lui a fait un peu du bien cette arrivée de Boulaya en deuxième mi-temps, parce que ça a libéré le côté, alors qu'en première mi-temps le côté était pris par Sabali, on va y revenir juste après,
qui par contre lui il reste beaucoup sur la ligne de touche, et comme il reste sur la ligne de touche, il n'y a quasiment aucune possibilité de prendre cette ligne de touche là quand vous êtes un latéral. Et donc Delaine a pu un peu s'exprimer encore une fois offensivement parlant. Et de l'autre côté, Mathieu Hudol qui est rentré notamment en deuxième mi-temps, il nous a fait du Mathieu Hudol, c'est-à-dire que un jeu équilibré, c'est le moins qu'on puisse dire. Petite frayeur quand même à un moment donné sur une action où il y a une bonne passe qui est faite dans son dos, si je me souviens bien, en deuxième mi-temps, qui n'aboutit pas à un but pour Charleroi. Donc petite frayeur quand même, mais bon, encore une fois, match de préparation, on va pas non plus tirer des enseignements assez vite. Parlons maintenant des milieux de terrain. Alors milieu de terrain, c'était très intéressant parce que on en revient à ce que je disais sur l'aspect tactique, l'aspect 4-3-3 ou l'aspect 4-2-1-3, c'est que là le 4-3-3 poussait Metz à mettre une sentinelle. Et c'était intéressant de voir quel joueur Vincent Ognon allait un peu tester à ce poste-là, puisque autant on imagine très bien qui seront les milieux de terrain dans un 4-2-1-3, autant on a du mal à savoir qui peut être vraiment le joueur parfait pour le poste de sentinelle. Et tout de suite, Vincent Ognon, pour la première mi-temps, s'est dit je vais tenter Victorien Angban en 6 pour voir ce que ça va donner. Et je dirais que ça a été plutôt une déception. Alors même si effectivement c'est le premier match de préparation d'Angban à ce poste-là, très bien. Mais j'ai été assez déçu parce que j'ai vu un joueur qui était un peu dans l'esprit de Kevin Endoram. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, lors de la première partie de saison. C'est-à-dire qu'on sentait un peu un milieu de terrain perdu, ne sachant pas trop quoi faire, faisant beaucoup de passes latérales, n'osant pas faire de prise de risque. Et ce qui fait que, comme il avait du mal à prendre des risques, à organiser le jeu depuis sa position, ça obligeait quoi ? Ça obligeait notamment en première mi-temps un joueur comme Vincent Pajot, voire Boubacar Traoré, et on en parlera après de Boubacar Traoré, à redescendre très très bas, quasiment au niveau d'Angban, pour essayer d'amorcer une relance et pour essayer d'amorcer une construction. Quand vous êtes un Vincent Pajot, et Vincent Pajot a une très bonne capacité physique, donc il peut le faire, mais en plus il a un très bon pied, donc il peut organiser le jeu. Ça consomme quand même de l'énergie de devoir redescendre très bas et de devoir monter avec la balle, et surtout quand vous êtes très sollicité comme lui. Et donc lui a tenté, Vincent Pajot, d'organiser le jeu en lieu et place de Victorien Angban, puisque Victorien Angban ne le faisait pas, inconsciemment ou consciemment. Je pense plus inconsciemment, mais même les défenseurs à un moment donné en première mi-temps ne voulaient plus chercher Angban pour faire les relances vers l'avant. Ils préféraient attendre un Vincent Pajot ou un Boubacar Traoré pour qu'ils puissent amorcer quelque chose. Et c'est là où Victorien Angban était un peu absent. Aussi dans les duels physiques, je pense que les joueurs de Charleroi ont un peu compris que c'est un peu le point faible au milieu de terrain, parce qu'ils ont senti quelqu'un qui n'était pas très sûr de lui dès qu'il avait la balle au pied. Et donc, pas une très très bonne expérience pour Victorien Angban à ce poste de numéro 6. Alors encore une fois, est-ce que ça sera reconduit lors des rencontres, on va dire, prochaines ? Pourquoi pas, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est pas forcément très, encourageant pour lui si jamais il pensait pouvoir postuler à ce poste de numéro 6. Ce qui en revanche là fait moins de doute, c'est quand on voit Maïga qui rentre en deuxième mi-temps, pas en tant que 6 mais en tant que numéro 8, puisque Angban est encore numéro 6 quand Maïga rentre pour la deuxième période. Quand Angban sort du terrain, Maïga est repositionné sentinelle, numéro 6. Donc. Et là par contre, ça a été pour moi le tournant du match, si tant est qu'on peut parler de tournant de match. La première mi-temps avait été très compliquée dans la sortie de balle du milieu de terrain et même dans la création depuis le milieu de terrain. Elle a été pas facile au début de la deuxième mi-temps. Par contre, dès que Maïga est repassé en sentinelle, première chose, on a vu de l'impact physique que l'on n'avait pas vu chez Angban. Donc beaucoup de récupération de ballon et même une certaine agilité dans la relance. Relance courte, mais l'avantage c'est que comme il pouvait relancer de façon courte, ça faisait que les milieux de terrain, et je pense notamment à Pajot ou même à Farid Boulaya,
quand il est rentré à la place de Angban, ça a permis en fait comment dire, de laisser Pajot et Boulaya un peu plus haut que ce qui s'était passé en première mi-temps. Ce qui fait qu'ils pouvaient plus facilement se projeter vers l'avant et surtout projeter les autres joueurs autour d'eux vers l'avant. Et c'est là où l'entrée de Maga était importante. Et pour ceux qui avaient un peu des doutes sur est-ce que ça va être un casse-tête ou non de choisir un numéro 6 pour remplacer Endoram qui est blessé, vous voyez Maïga, vous êtes un peu embêté, quoi, parce que le gars est bon en 8, il est bon en 6, que faire, quoi, c'est très très compliqué. Mais en tout cas, Maïga a apporté grandement satisfaction dans ce poste de 6, et donc dans cette bataille de sentinelle entre Maïga et Angban, victoire de Maïga par KO. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce rôle-là. Autre point sur les milieux de terrain, c'était l'aspect des créateurs, les milieux de terrain créateurs. Vincent Pajot a eu pas mal de temps pour s'exprimer. Vous savez que Vincent Pajot, je l'aime bien particulièrement parce que c'est un joueur qui est justement fait partie de ceux qui sont un peu les plus sous-estimés sur l'aspect création et notamment aussi sur l'aspect accompagnement des actions offensives. Il est très présent, plus que les gens l'imaginent. Et c'était intéressant de voir si d'autres milieux de terrain qui allaient rentrer en jeu pouvaient faire pareil, ou du moins essayer d'apporter leur contribution au milieu de terrain. Il y a eu 3 noms qui sont sortis en priorité, c'était Boulaya, Maziz et Boubacar Traoré. Boubacar Traoré a été plutôt bon, alors peut-être pas dans le jeu de passe, mais dans l'aspect perforation. D'ailleurs, ça nous a permis de faire un petit tweet assez humoristique à ce sujet-là. C'est quelqu'un qui, en première mi-temps, quand il a la balle, contrairement à Angban, n'hésitez pas à aller percer la ligne adverse pour amener la balle vers les attaquants. Ça il n'a pas hésité, ce qui est plutôt bien pour un joueur assez jeune dont les perspectives de temps de jeu, notamment au milieu de terrain, sont censées être un peu meilleures que la saison dernière. Encore une fois, on verra l'évolution du mercato. Mais le voir comme cela en jambes, ça confirme un peu une impression que l'on avait eue l'année dernière en match de préparation. C'était contre une équipe luxembourgeoise, je ne sais plus si c'était la Jeunesse Esch, je crois, lors d'un match amical contre à Omécourt, contre la Jeunesse Esch, où il avait assez impressionné au milieu de terrain par son aisance et par sa faculté à percer des lignes. Et là, il a montré à nouveau qu'on peut, il faut surveiller ça, quoi, parce que c'est vraiment très très intéressant. Et donc en revanche, il n'a pas forcément une qualité de passe, je dirais, magistrale, et ça, il a laissé plutôt cette tâche-là à 2 compères qui sont apparus en deuxième mi-temps, à savoir Monsieur Boulaya et Monsieur Maziz. Vous avez vu cette rencontre, c'est pas compliqué à comprendre. Boulaya pas décisive en deuxième mi-temps pour Thierry Ambrose, on va parler de Thierry Ambrose après. Et même sur toute la deuxième mi-temps, Boulaya a été extraordinaire dans la justesse au niveau de son jeu de pied. Voilà, il est milieu, un peu milieu de côté, on va dire, pendant une petite partie de la deuxième mi-temps. Après, il va passer notamment ailier droit, là où on l'a peut-être un peu moins vu, mais vraiment super dans le milieu de terrain quand il décroche et qu'il va un peu dans l'axe, où il peut un peu organiser le jeu. Donc pas décisif pour Thierry Ambrose. Et Monsieur Maziz qui confirme bien qu'il va falloir le surveiller pour la rotation. Pas décisif pour Farid Boulaya qui va marquer le deuxième but avec un changement de côté absolument incroyable qui arrive très bien dans les pieds de Farid Boulaya. Et ça confirme que on a déjà vu un peu cela lors du match contre Serein, que ce soit en numéro 10 ou que ce soit en milieu à vocation offensive, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, quoi. Et c'est impressionnant de voir la qualité de passe de ces deux joueurs-là. Franchement, quand on voit ces deux joueurs-là et qu'on sait que par exemple il y a Chimbembe qui vient d'arriver du côté de Metz en provenance de Troyes, on se dit que ça fait quand même 3 joueurs qui ont une très très bonne qualité de passe. Je parle même pas de Vincent Pajot qui a déjà une très très bonne qualité de passe, peut-être moins dans la justesse technique d'un Maziz ou d'un Boulaya, mais quand vous voyez ça, vous êtes confiant, quoi. Vous savez que vous avez des joueurs de pied. C'était une chose qui manquait un peu à une époque à Metz où on avait beaucoup de joueurs qui débordaient, qui n'avaient pas beaucoup de pieds, je dirais, de justesse technique. Là, par contre, à Metz cette année, on peut dire qu'on est servi au niveau des joueurs avec la justesse technique.
Et ça me permet de faire une mention au niveau des milieux de terrain sur un dernier joueur qui justement fait partie un peu de cette catégorie des justesses techniques. C'était Vincent Thiel. Vincent Thiel qu'on ne pensait pas voir dans cette rencontre et qui a réussi à s'en sortir, je dirais, dignement sur un poste d'ailier gauche. Alors de faux ailier gauche, hein, c'est un ailier gauche qui va beaucoup repiquer dans l'axe. Il va jouer aussi par la suite de la rencontre des fois en tant que milieu on va dire à côté d'un autre milieu de terrain, donc plus vraiment sur un côté. Il a tenté vraiment d'essayer des fois de repiquer avec la balle. Il a vraiment il a utilisé ce moment-là de cette rencontre pour s'exprimer et pour essayer un peu de se mettre en valeur, lui dont on sait que l'avenir à Metz c'est très complexe, hein. Il lui reste 1 an de contrat du côté du FC Metz. On ne sait pas s'il va rester oui ou non, on sait tout simplement pas, puisqu'il pourrait très bien partir et Metz pourrait récupérer un peu d'argent, on va dire, sur une vente dès cet été. Peut-il prolonger? C'est très compliqué, notamment à cause de certaines déclarations. Est-ce que son avenir s'écrit à Metz? On verra bien, mais en tout cas, c'était une bonne occasion pour Vincent Thiel de s'exprimer sur cette rencontre. À noter que M. Vincent Thiel a quand même fait une passe décisive sur le 3e but, notamment marqué lors de la 3e mi-temps, si on veut. But marqué par, je crois, Lamine Gueye. Un but, donc il n'est pas hors jeu. J'ai regardé à nouveau le ralenti, il n'est pas hors jeu puisque vous avez un joueur côté gauche de Charleroi qui couvre Vincent Thiel lors de la passe qui lui est faite. Donc Vincent Thiel n'est pas hors jeu et donc il fait une passe décisive. Donc au final, c'est quelqu'un qui. Je vais pas le mettre dans les surprises parce que c'est plus Boubacar Traoré pour moi qui m'a un peu surpris quand même. Mais c'est franchement, dans sa position. Il a fait le taf, Vincent Thiel, quoi. Et donc c'était à mentionner, c'était quelque chose de vraiment intéressant à dire sur la performance du Luxembourgeois. On va passer enfin aux attaquants. Alors les attaquants, c'est un peu difficile parce qu'on a eu un peu 2 versions au niveau des attaquants. Attaquants de première mi-temps, malheureusement une certaine déception pour la plupart des attaquants de Metz. Quand je dis les attaquants, je parle de l'avant-centre et des 2 ailiers, bien sûr. Pour commencer, Nian n'a pas marqué. Ça, le FC Nian n'a pas pu s'exprimer, notamment lors du chat que l'on avait mis en place pour le live. Il a eu, je crois, en début de match, des opportunités de tir qu'il n'a pas réussi à transformer. Le jeu de surface était très compliqué pour lui. Bon. Voilà, c'est un match où Nian ne marque pas, mais bien entendu, on espère que Nian va utiliser toutes ces rencontres pour se mettre en confiance et pour justement, bien, endosser ce rôle de titulaire qu'il va devoir assumer dès le début du championnat. Autour de lui, un Open Gate qui a fait du Open Gate, je dirais, c'est-à-dire beaucoup de jeux de conservation de dribble, de conservation de haut but, hein, pour justement mettre en valeur l'un des éléments offensifs de cette mi-temps, c'était Thomas Delaine qui a pris son côté, comme je l'ai dit précédemment, le côté gauche. Donc comme il décrochait de son côté, en fait, N'Guet, la ligne de touche côté gauche de Metz était totalement libérée. Ça a permis à Thomas Delaine de vraiment l'exploiter sur des actions offensives, mais il n'a pas non plus été extraordinaire, N'Guet, sur cette rencontre. C'est totalement, je dirais, un peu à l'opposé de ce qu'on a vu de Monsieur Sabali, qui a été l'une des bonnes surprises de cette confrontation contre Charleroi. On a vu quelqu'un qui posait de vrais problèmes aux défenseurs de Charleroi, parce que c'est une petite taille, centre de gravité très très bas, qui va très très vite avec la balle, et très rapidement on a vu que des joueurs de Charleroi qui ont été un peu au casse-pipe sur Sabali pour essayer de l'arrêter. C'était assez intéressant. Côté droit, en première mi-temps, il a su utiliser le côté le plus possible, parce que comme je l'ai dit précédemment, Ryan JJ, qui était latéral droit lors de la première mi-temps, a un peu délaissé l'aspect offensif de son poste pour laisser vraiment tout le couloir à Sabali. Et donc dès qu'on arrivait à faire une percée dans les rares occasions que l'on a eues en première mi-temps, Sabali était présent côté droit. Il a fait quelques centres notamment. Je crois qu'il fait une action où il rentre dans la surface à un moment donné, une action qui n'aboutit pas à un but. Mais on sent quand même quelqu'un d'assez en jambes, et franchement,
Je sais pas s'il sera prêt pour de la Ligue 1, je pense pas honnêtement. On est parti très certainement pour un prêt de Sabali à Apo. Enfin, en tout cas, je l'espère pour lui parce que je pense qu'il a besoin de cette étape intermédiaire entre ce qu'il a vécu en national et ce qu'il va vivre peut-être un jour en Ligue 1. C'est-à-dire la Ligue 2 en gros. C'est une étape, je pense, assez importante pour lui dans sa progression et dans sa résistance, je dirais, aux impacts physiques, parce qu'aujourd'hui, sur ce match, on a bien vu que dans l'impact physique, des fois, quand on lui rentre dedans, Sabali va pas non plus s'en sortir par miracle, quoi. Hein. C'est pas non plus, il est pas encore, je dirais, au niveau d'un open gate, dans l'aspect je me débrouille tout seul en me sortant de 2-3 joueurs qui me marquent, quoi. Donc, c'est à surveiller, mais c'était une bonne surprise, en tout cas, sur cette rencontre. On va passer aussi maintenant à Monsieur Ambrose, Monsieur Thierry Ambrose qui a marqué une phrase que je ne pensais pas dire de sitôt. Pour un joueur qui la saison dernière n'avait absolument pas marqué, avait fait une préparation pas extraordinaire et donc beaucoup de personnes étaient un peu déçues de sa préparation à la saison dernière. Malheureusement, le reste de la saison a été en grande majorité un échec pour Thierry Ambrose. Là, en tout cas, il marque un but, donc il est dans une situation de face-à-face en deuxième mi-temps, très bien servi par Farid Boulaya, situation de face-à-face qu'il décide de prendre en main et qu'il transforme en but. Donc c'est très très bien pour la confiance. C'est peut-être anecdotique, entre guillemets, le fait qu'il marque, mais je pense que pour lui, c'est important un peu d'avoir ce déclic un peu psychologique de dire j'ai marqué un but, quoi. Et on va plus me faire la réflexion de ouais, t'as pas marqué de but, tout ça. Donc c'est un peu bien que justement il est rapidement dans la préparation enlever ce petit déclic, comme pour Nian d'ailleurs qui avait lui aussi marqué contre Serein. Je pense que ça les soulage un peu d'une certaine pression le fait de marquer, même si ça n'est qu'un match de préparation, j'en conviens bien évidemment. Au niveau des autres joueurs à mentionner sur l'aspect offensif du match, alors on peut parler de Yadé, on peut parler aussi de Lamine Gueye. Lamine Gueye qui a fait du Lamine Gueye du match contre Serein, qui a été sur le côté, notamment le côté droit, qui a essayé un peu de faire du Lamine Gueye, c'est-à-dire un joueur qui est très sur le côté, ce qui est une information importante quand même pour si on l'aligne avec par exemple un Fabien Santon, qui lui avait beaucoup tendance à monter. C'est sûr que si vous avez Lamine Gueye qui est collé un peu sur la ligne, vous avez moins d'opportunités d'exploiter le couloir, et quand on sait que Santon aime bien exploiter le couloir, bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Parlons de Yadé. Yadé, alors on espère que Yadé, les choses ne sont pas un peu compliquées. Il est sorti sur blessure, remplacé par Vincent Thiel. Bon, voilà, on va surveiller. Yadé, voilà, petite mise en route pour un joueur qui sur lesquels on attend peut-être un peu. Alors je sais pas si on en attend beaucoup de lui ou pas dans la rotation. À voir. J'ai vu une rumeur comme quoi peut-être Pau aurait voulu l'attirer. Ça n'est qu'une rumeur bien sûr, donc encore difficile de dire si Yadé va pouvoir compter dans la rotation l'année prochaine. Quand on voit un peu les joueurs de rotation qu'il y a à Metz, on peut s'interroger. Maintenant, voilà, il est encore très très jeune, il y a une marge de progression importante. On parle d'un joueur qui a eu vraiment son moment, je dirais, en match de coupe l'année dernière contre Brest, match de coupe de la Ligue. Bon, voilà, il lui faut encore un peu plus de matchs pour se mettre en jambe, en espérant que sa blessure ne soit pas grave et ne l'empêche pas de réaliser la suite de la préparation avec le FC Metz. Bon, je pense qu'on a fini un peu de parler, de tous les joueurs du FC Metz. Donc voilà, vous avez une bonne petite vidéo d'environ 30 minutes avec une analyse sur tous les joueurs. N'hésitez pas évidemment en commentaire à me dire si je n'ai pas parlé d'un joueur en particulier qui vous a interpellé ou dont vous voulez signaler la performance positivement ou négativement, toujours dans le respect de la forme bien sûr. Vous pouvez le dire dans les commentaires et voilà, je répondrai à ce que vous m'aurez apporté comme un élément de réponse. J'aime bien répondre à tous les commentaires dans les vidéos réalisées, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, ça sert à ça, l'espace des commentaires. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça fait énormément plaisir, comme j'ai dit au début de la vidéo, mais je le redis encore. Ça fait énormément plaisir de voir un peu cette communauté du FC Metz qui est un peu soutenue, qui aime bien soutenir un peu toutes les initiatives. Beaucoup de gens assez, je dirais, voilà, c'est positif dans la communauté par l'intermédiaire de médias, fans et autres. Ça fait énormément plaisir de faire partie de ce monde-là. Et voilà, ça fait très plaisir de voir
autant de soutien. Voilà, on va approcher des 500 abonnés, ce qui est incroyable. Vraiment, je pensais pas qu'on arriverait à ce niveau-là. Donc vous pouvez nous aider, on n'est pas loin des 500 abonnés, donc vous pouvez nous aider dans cette tâche. Le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo et le petit like. Très important, le petit like. Bon, je vais vous laisser. J'ai réalisé ce petit débrief juste après le match, donc l'occasion de faire un petit dodo. On se retrouvera très très bientôt pour parler de Monsieur Chipembe, nouvelle recrue du FC Metz, hein, donc l'occasion aussi peut-être de le voir dans les prochains matchs de préparation du FC Metz. Prochaine rencontre, si je me souviens bien, contre la Gantoise, et on fera également un débrief de cette rencontre. Portez-vous bien et allez le FC Metz.